YouTube, on vient de subir un raid du CNES incroyable. Venez nous regarder en direct sur Twitch, c'est trop bien. Voilà, on peut repartir sur la présentation. J'en profite pour dire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à tout moment. Les modos pourront répondre, je pourrai répondre, Lou pourra répondre également. Il n'y a aucun souci, même si c'est hors sujet, n'hésitez pas. Si vous êtes perdu, on réexplique, pas de problème. Voilà, alors vous arrivez au bon moment parce que là, on réattaque sur de la technique. C'est reparti. Voilà. Alors, on va parler un peu maintenant du type de propulseur sur lequel moi je travaille. Donc, toujours un propulseur plasma, propulseur ionique, propulseur électrique, tout le temps la même chose, mais qui fonctionne de façon un peu différente de ce qu'on a présenté avant. Vous allez voir, ça a pas mal d'avantages et pas mal de particularités. C'est vraiment un truc unique au monde, qu'on fait, vraiment que, dans notre laboratoire et qui est super intéressant. Alors, ce qu'on fait nous, au lieu d'utiliser un gaz, comme carburant, on utilise du métal. Ce qui est complètement différent de pratiquement tout le monde et ce qu'on utilise comme métal, c'est, de l'indium. Donc c'est un métal, un peu étrange dans le bas du tableau périodique. En pratique, ça ressemble à du plomb. C'est un métal assez lourd, très mou et qui fond à basse température. Donc on le fait fondre à 150 degrés. D'accord. Euh, donc ça, c'est un gros avantage parce que quand on le lance dans le satellite, il est solide. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de réservoir avec de la pression, il n'y a pas besoin d'avoir des, voilà, des réservoirs très lourds avec beaucoup de pression. Attends, On a attends. juste un bloc de métal. Ça remplace le xénon et tout ça? Ouais. Oh, Et ça, c'est vraiment c'est le truc qui ouf. est révolutionnaire parce que depuis des années, les gens ils essaient de remplacer le xénon parce que le xénon, ça coûte super cher, c'est rare. Le xénon, on en fait à peu près une dizaine de tonnes par an. Enfin, il n'y en a qu'une dizaine de tonnes qui est extrait de l'air par an. Et du coup, c'est super cher. On va dire 2 000 à 3 000 euros le kilo, je crois. C'est Euh, insane. ouais. Donc c'est vraiment super cher et il n'y en a pas beaucoup qui est fait. Donc quand on veut lancer des constellations ou des méga constellations comme Starlink par exemple, bah, on est vite limité juste même par les quantités disponibles dans le monde, quoi, en dehors du prix. Et c'est pour ça, par exemple, que SpaceX utilise du krypton au lieu du xénon. Alors, c'est des performances un peu moins bonnes, mais c'est moins cher, et puis il n'y a pas de souci pour en trouver. Ok. Euh, nous, on utilise donc l'indium, qui est un métal. Pareil, pas de souci pour en trouver. Quand on avait été voir nos fournisseurs, ils nous demandaient combien de dizaines de tonnes on en voulait par an, alors que nous, on en consomme, voilà, le jour où on en consommera une tonne par an, on est content. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Voilà, et donc c'est plutôt, c'était vraiment, et la partie vraiment révolutionnaire, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on n'a même pas de pression ou rien du tout. On le liquéfie et après on le transporte par capillarité Ouais. dans des aiguilles. Ouais. Donc on a une espèce d'aiguille. Alors là, on voit le zoom sur le haut de l'aiguille. C'est des aiguilles en métal qui sont poreuses. Donc comme une mèche de bougie, l'indium liquide va être aspiré dans cette structure poreuse. Mhm. Donc, comme quand vous mettez un bout de tissu, par exemple, dans de l'eau, et l'eau monte le long du tissu, Ouais. ben là, la même idée. Par capillarité, on vient amener l'indium jusqu'au bout de l'aiguille. Et après, au bout de l'aiguille, on vient mettre un champ électrique très, très élevé. C'est-à-dire que ça, on va l'emmener à quelques kilovolts, donc quelques milliers de volts, cette aiguille. On va avoir une autre électrode au-dessus qui va être emmenée à à moins 5000 volts, par exemple. Ouais. Et ça va créer un champ électrique très, très, très élevé en haut qui va permettre de ioniser, donc de transformer en plasma directement depuis le liquide, donc directement transformer le liquide en plasma et d'accélérer les ions. Mais du coup, le plasma est très local, du coup. Voilà, il est créé juste à la pointe de l'aiguille et D'accord. il y a un effet de concentration, un effet de champ, on appelle ça, un effet de concentration au niveau de l'aiguille. Et plus l'aiguille est aiguisée,
et pointu, plus c'est intense. Et la, Donc en la, fait, la source négative, elle est où? Et qu'est-ce que alors on physiquement va la c'est voir un quoi? petit peu après. Ok. L'électrode négative, j'ai un schéma qui la montre un peu mieux après. D'accord, ok, pas de souci. Euh, et ça, en fait, au départ, c'est une technologie qui a été inventée il y a une trentaine d'années pour faire des sources d'ions. Alors, pour notamment sur Terre, pour des spectromètres de masse, des instruments scientifiques, on a besoin d'avoir des sources d'ions rapides, mais aussi des sources d'ions pour le spatial. Euh, dans, euh, dans par exemple, utilisé sur la Rosetta. Ils ont un spectromètre de masse à bord. Ils avaient un spectromètre de masse à bord. Et à l'intérieur, ils avaient une source d'ion comme ça, qui a été fait en Autriche d'ailleurs. Euh, Trop il y avait bien. quelques laboratoires dans le monde qui faisaient cette technologie-là. Et puis là, le laboratoire en Autriche a eu un peu cette idée de dire, finalement, c'est pas si loin que c'est une source d'ion rapide, pas si loin qu'un propulseur, hein, ça ressemble pas mal. D'ailleurs, on se rend compte que même avec notre petite source d'ion comme ça, on a un petit peu de poussée des fois quand on est dans l'espace, donc Hmm. on pourrait le transformer en propulseur. Euh, Incroyable. Alors attends, il y a plein de questions. Alors attends, il y a plein de questions. Déjà pour rebondir sur ce spectromètre, il y a Robin qui nous dit c'est le sujet de ma thèse, c'est mon spectromètre. Il a utilisé les données du spectromètre Cosima à bord de Rosetta, donc je pense qu'il se sent engagé. ouais, Question sur de... MMS aussi, qui est Ouais. une mission ESA-NASA, je crois. Il y avait Euh, beaucoup de. Ouais. ouais. Ariov qui nous dit quitte à prendre un métal, pourquoi ne pas avoir pris du bismuth ou du plomb encore plus lourd que l'indium? Alors, c'est une super bonne question parce que parce que comme on disait nous au début, la poussée, ça va être la masse fois la vitesse. Donc, si on Ouais, avait quelque chose de plus, avec plus de masse, on ouais, aurait plus de poussée. ouais. Euh, L'avantage de l'indium, c'est que ça se liquéfie à 156 degrés. À 156 degrés. Du coup, il n'y a pas besoin de le chauffer très fort pour le liquéfier. Ouais. Parce que tout ce qu'on chauffe, c'est de l'énergie qui est perdue, qui ne sert pas à la propulsion, Mm. et donc qui diminue nos performances. Il y en a qui utilisent du césium. Alors le césium, c'est encore mieux parce que ça se liquéfie plus bas, mais c'est très réactif chimiquement avec l'eau, l'humidité dans l'atmosphère, tout ce genre de choses-là. Donc ça devient, c'est un cauchemar à travailler avec. Mm. Euh, Et alors le plomb, le bismuth? plomb, la température de liquéfaction, c'est 400 et quelques degrés de Ouais, mémoire, 500 ok. degrés. Donc c'est pas super pratique. Bismuth, je sais qu'il y en a qui ont essayé, mais pareil, Ils c'est ont une eu des température de problèmes. liquéfaction qui est assez élevée. Bismuth, pendant très longtemps, sur des très hautes puissances, ça a du sens. C'est un bon carburant, mais il faut avoir déjà des moteurs très puissants sur lesquels, du coup, l'énergie qu'on met pour le chauffage est négligeable par rapport à la puissance du moteur. Euh, et comme toujours, voilà, il n'y a pas de solution miracle, hein. C'est toujours des solutions qui sont adaptées pour le type de besoin et le type de puissance disponible, le type de mission Mm. nécessaire. Il y a, qu'est-ce que on disait? Jay le gob qui nous demande niveau rapport qualité-prix, il vaut mieux le krypton ou le xénon? Car si le xénon est juste cher pour sa rareté, SpaceX a réellement intérêt pour sa politique de coût d'envoi d'être sur du krypton. Ouais, je pense que. Alors, bon, je suis pas dans les petits papiers de SpaceX et je connais pas leur. Et ils publient très très peu là-dessus. Ils ont très peu de communication sur leur propulsion. Mais je pense qu'ils n'avaient pas le choix au final. Avec les volumes de satellites qu'ils vont lancer, pour moi, ils n'avaient pas le choix. Ils s'étaient obligés de passer sur autre chose que du xénon. Ou alors monter leur propre usine pour extraire le xénon, mais à mon avis, ça valait pas le coup. Et passer à du krypton qui a des performances un tout petit peu moins bonnes, euh, mais qui fonctionne, voilà, Ouais, qui est beaucoup plus disponible. Et c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Le krypton, ça fait une vingtaine d'années que les gens en parlent et que les gens essayaient. Mais finalement, c'était pas forcément très intéressant quand on faisait que des orbites géostationnaires, parce que quand le satellite il coûte 100 millions, on n'est pas à voilà, un demi-million de xénon en plus. C'est finalement pas la fin du monde. ouais, bien sûr. Euh, Tandis que voilà, quand on a des volumes comme SpaceX, avec des prix comme SpaceX, on est obligé. Mm.
Alors OneWeb, par exemple, est avec du Xenon. Euh, Ok. et OneWeb, à mon avis, doit avoir des super contrats de négociation pour la fourniture de Xenon et voilà, pour être assuré qu'ils ont toujours de disponibles et ainsi de suite. Parce qu'à mon avis, ça va être une ressource stratégique quand même pour eux. Ouais, bien sûr, ouais. Bien Et sûr. on le voit énormément aujourd'hui, tous les gens qui nous appellent en disant, bon voilà, on voudrait un système de propulsion, ils demandent tous à avoir, est-ce que vous avez des alternatives au Xenon ou est-ce que vous êtes obligé de faire du Xenon? Hmm. Ok. C'est vraiment quelque chose qui est énormément à la mode aujourd'hui. Euh, J'aurais une question là-dessus, d'accord, d'ailleurs, mais avant ça, je voulais qu'on revienne sur la photo que tu es en train de montrer. Le geek, il a une question sur la taille de ce qu'on est en train de voir. Quel est l'ordre de grandeur de l'aiguille, justement? Alors, on peut en voir un petit peu ici. Clac, voilà. Euh, donc ça, c'est un peu une photo de famille des émetteurs. Donc ce que vous voyez à gauche, là, c'est un peu ce qu'il y avait dans les spectros de masse. Où on voit, on a une aiguille. Pour vous donner une idée, ça doit faire 4 cm de hauteur, je crois. Donc les aiguilles font 7-8 mm de haut ici. Et le bout de l'aiguille est de l'ordre, le diamètre au bout, quand c'est pointu, on est de l'ordre de quelques microns. Hmm. Euh, et donc c'est vraiment une photo de famille. Là, l'idée, c'est qu'on avait au départ donc qu'une seule aiguille qu'on fait notre spectro de masse pour tirer. Et puis le changement quand on est passé en propulsion, donc quand le laboratoire est passé en propulsion, c'était de faire c'est ce qu'on appelle ces couronnes, où on a 28 aiguilles qui sont en parallèle et qui tirent en même temps. Et ça nous permet de sortir beaucoup plus d'ions en même temps, et donc d'avoir plus de poussée. Et là, il y a vraiment un art secret pour aiguiser ces aiguilles, les infuser avec le métal liquide, s'assurer qu'elles ne soient pas bouchées, qu'elles n'aient pas d'impuretés dessus, ainsi de Ouais. suite, qui est très, très compliqué. Très, très compliqué. Quelque chose qui a très peu de parallèles. Il y a peu de gens qui s'inquiètent comment aller infuser une aiguille poreuse avec de l'indium. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas de bouquin là-dessus, on va dire. Ouais. Donc c'est vraiment tout un art de voir. Mais alors, Ouais, j'ai pas la banane, je suis désolé. La banane fait à peu près la taille de là, on va dire. on On parle de ressemble pas trop. banane, c'est tout à fait dans le thème parce que Alice vient de nous faire un raid. Merci beaucoup Alice. Alice évidemment, les bananes, les bananes d'Alice. Bienvenue Alice et bienvenue tout le monde qui était sur le live d'Alice. On parle de propulsion électrique ce soir avec Lou dans la capsule. Bienvenue, mettez-vous à l'aise. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas ce qui est raconté. On n'hésitera pas à revenir sur ce qu'on a dit déjà au début. Il n'y a pas de souci. J'ai une question sur la petite couronne dont tu parlais. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir une forme... Tu vois, si on regarde de haut, si je ne me trompe pas, ça fait un cercle d'aiguille. Ouais. Pourquoi pas un disque d'aiguille? Alors, on peut le voir un petit peu sur. On dirait que tu fais exprès. Paf, sur le prochain slide. Incroyable. Non, c'était absolument pas prévu, c'est fou. Voilà. Voilà un peu l'idée. Donc, voilà, encore en anglais, je n'avais pas beaucoup de références en français là-dessus. On va pas dire, c'est pas vraiment commun. Mais on voit la couronne ici en tranche. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette symétrie de révolution. Et on a ce qu'on appelle l'extracteur ici, qui est l'électrode justement qui est polarisé négativement, D'accord. qui va attirer. Et les lignes que vous voyez ici, les lignes orange, ce sont les lignes, c'est la forme du champ électrique au-dessus qui résultat. Donc avec ça polarisé négativement et la couronne polarisée positivement. Mhm. D'accord. Et donc on a ce champ, la forme de la couronne est calculée de façon très précise et la forme de cet anneau-là calculée de façon très précise pour, euh, pour avoir le champ électrique avec la bonne forme et la bonne direction pour que le jet qui sort de nos aiguilles, du sommet de nos aiguilles, part de façon plus ou moins droite. Alors, Hmm. ou du moins la plus droite possible. Ok. Mais c'est Voilà. c'est ouf parce que... Enfin, là, moi, là, mon... je pense aux gens qui doivent intégrer ces trucs-là.
Parce que là, on part sur des trucs d'une précision folle. Rien que la fabrication de ces trucs, c'est fou. Tu fais un micron trop haut, tu places ton anode un micron trop à gauche, tu changes la forme de ton champ électrique, donc tu changes la performance de ton propulseur. C'est c'est d'une Alors ça, précision. c'est ouais. Et c'est aussi quelque chose qui est un vrai challenge. Comme voilà. Le seul truc, c'est qu'on est les seuls au monde à le faire aujourd'hui. Donc forcément, il y a pas, on découvre aussi beaucoup de choses, hein. C'est vraiment l'intersection entre l'ingénierie et la physique et la recherche. Euh, dans l'équipe ingénierie, on est trois, on est même quatre à avoir des thèses en propulsion électrique. Et Hmm. sur les quatre, il n'y en a qu'un seul qui vraiment a fait une thèse sur ce sujet-là, et la plupart des autres étaient vraiment sur des. Enfin, moi, c'était sur un sujet différent, ce que j'ai fait. Mais il n'y a pas vraiment de spécialistes dans le domaine, hein. Il y a que, on n'est plus qu'un seul labo à faire ça. Donc, c'est très, très exotique. Ouais, ouais, Euh, bien sûr. et Euh, et c'est aussi un vrai challenge au niveau production de série. Ça, on va en parler un peu après. Mais de dire, comme tu disais, on va avoir toujours des différences un petit peu entre chacun des moteurs quand ils sont fabriqués. Qu'est-ce qu'est la différence acceptable? C'est-à-dire que est-ce que est-ce qu'on peut aller jusqu'à 1 millimètre, ou est-ce qu'il faut qu'on soit à ouais. 100 microns, 200 Quelle est la microns, marge 300 d'erreur? microns? Ouais. Et puis si on a 300 microns, est-ce qu'il coûte combien ça coûte par rapport à mettre à 400 microns? Peut-être que ça coûte beaucoup plus cher et que finalement on a plutôt intérêt à avoir un peu moins bonne performance et que ça coûte moins cher. Oui, bien sûr, ouais. Donc c'est un sacré challenge. Euh, Euh, et voilà à quoi ça ressemble un peu quand ça tire. Donc pour vous donner une idée, c'est ouf. cette dimension-là, là, on va dire de là à là, ça fait à peu près 10 centimètres. Donc Alors, ça, attends, on est-ce que parle tu peux de remontrer? J'étais pas en plein écran, pardon. la couronne fait à peu près 1 centimètre de diamètre, D'accord. ici. Et de là à là, on parle de 10 centimètres à peu près. Donc Et pour l'anode, donc donner. la partie chargée négativement, c'est ce gros anneau là. Ouais, alors ce qu'on appelle dans ce moteur-là, on appelle ça un extracteur. D'accord. Voilà, et typiquement, on va être à -6, -7, -8000 volts dans ces eaux-là. Mhm. Là, on va être à 4 000 - 5 000 volts euh, au centre sur les aiguilles. Ah, c'est fou. Euh, donc ça demande, c'est un sacré challenge aussi, hein, parce qu'il faut de l'électronique spatiale qui tire à ces puissances-là. Alors, je vois les gens qui disent c'est beau. C'est vrai que c'est toujours sympa de voir le plasma tirer en vrai. Euh, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'un moteur de Hall, un moteur à grille, parce qu'il n'y a pas cette espèce de halo qu'on voit autour. Mais c'est toujours cool de voir ça. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est que ça fait moins de lumière parce que c'est plus efficace, hein. La Ouais. lumière, c'est un signe que. Mais en vrai, bon, c'est pas vraiment dans la lumière que, de toute façon, l'énergie est perdue. Et c'est alors justement, j'avais des questions sur ce procédé-là. Il est plus efficace qu'un procédé de Hall, par exemple? Alors, ça dépend. Ok. Ça dépend un petit peu. Euh, on peut monter à beaucoup plus haute ISP, donc on peut monter à beaucoup plus haute tension, donc on peut accélérer à beaucoup plus haute vitesse nos carburants. Mais ça vient un peu au prix du fait qu'on va pousser moins fort pour la même quantité de puissance. Euh, Ok. c'est pour ça que quand on parle d'un rendement sur un moteur ionique, il y a trois différents types de rendement. Il y a l'impulsion spécifique, donc un peu le rendement en carburant, on va dire, de notre moteur. Mhm. Euh, il y a la poussée pour une puissance définie, qui va être un peu le rendement voilà, enfin, c'est-à-dire qu'on va avoir tant de millinewtons en sortie pour tant de watts en entrée. Donc ça qui est une autre donnée importante. Et en général, si on veut plus d'impulsion spécifique, on aura moins de poussée pour une énergie donnée. Donc c'est un peu un équilibre à trouver. Sur un moteur de Hall, ça va avoir plus de poussée et moins d'impulsion spécifique. Et nous, on va avoir plus d'impulsion spécifique et moins de poussée. Mais un des gros avantages qu'on peut faire avec ce moteur-là,
c'est qu'on peut atteindre plein, on peut l'opérer soit à très haute impulsion spécifique, donc on va dire 6000 secondes, 7000 secondes pour ceux qui ont des idées un peu de ces chiffres-là. Donc on va parler 10 fois plus efficace qu'un moteur chimique, 20 fois plus efficace qu'un moteur chimique. Mais aussi on peut Énorme. l'opérer à plus basse impulsion spécifique, donc on va dire 2-3 000 secondes. Ok. Là on aura plus de poussée. Ah, mais ça veut dire qu'il est Euh, pilotable en plus. Enfin, c'est ouf ouais, comme solution. on peut l'ajuster. Alors C'est trop bien. c'est quelque chose qui a un sacré avantage. Le problème aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ont le droit de le faire. C'est-à-dire qu'ils ont le droit. Comment ça? Parce que théorique, sur un moteur de Hall, en général, la façon dont ils sont, ils ont aussi un petit peu cette capacité-là, mais moins importante. En général, ils sont qualifiés à un point et on n'a pas le droit de le changer du point de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il a un point de fonctionnement et on ne bouge Ah. pas. Euh, et nous, on n'a pas de souci pour bouger du point de fonctionnement. On peut vraiment le faire fonctionner dans plein de régimes différents. Et ça, les gens n'ont pas forcément internalisé ça et n'ont pas forcément non plus les outils logiciels et Ouais. les outils d'optimisation pour pouvoir Mm. en, en avoir Ouais, prendre intérêt, en avoir vraiment ouais, bien l'usage, sûr. quoi, à l'utiliser cette option-là. Parce qu'il y Euh, a un aspect très important, je reviendrai sur les questions du chat après, mais il y a un aspect très important, c'est que si tu planifies une mission spatiale qui va utiliser la propulsion électrique, et encore plus ce type de propulseur-là qui va pouvoir s'adapter en vol en fonction des besoins, on change complètement les calculs, le coin de table, où on fait les transferts d'orbite à la Oman avec une propulsion instantanée en chimique. Là, c'est intégré sur des. C'est tellement complexe pour l'analyse de trajectoire avec ce type de propulsion qu'il faut des logiciels dédiés, quoi. Et une formation dédiée aussi. Et donc, je pense qu'il y a encore un écart de connaissances où, quand tu arrives en phase de conception, tu n'as pas ces outils ni ces compétences-là pour savoir pleinement comment tu peux tirer profit de cette techno. c'est surtout le cas dans le New Space où voilà, il y a pas mal d'entreprises, c'est des startups. Ils n'ont pas forcément l'expérience, ils n'ont pas l'expérience de Airbus où Airbus a des équipes complètes d'optimisation de trajectoire et d'opération et ainsi de suite. Dans une startup, c'est peut-être juste une personne avec son ordi qui fait ça et qui n'a pas forcément voilà, toutes les connaissances, toute l'expertise ou même les outils logiciels pour pouvoir en prendre, avoir l'intérêt. Ouais, Et c'est vrai qu'au niveau opérationnel, la propulsion électrique apporte beaucoup, beaucoup de contraintes et ouais, de contraintes parce que, par exemple, si on dit bon bah c'est bon, on va le faire tirer pendant 3 semaines pour monter de, je sais pas moi, 100 km en altitude. C'est des chiffres au hasard. ouais. Sauf que le problème, c'est que pendant la moitié de ton orbite, tu vas être à l'ombre. Est-ce que tu as Ouais. suffisamment de batterie Mm. pour tirer quand t'es pas au soleil? Souvent, pas vraiment. C'est-à-dire que, alors du coup, ils sont obligés de dire bon, on tire quand on est au soleil, on va dans l'ombre, on fait après un autre arc quand on est au soleil pour recharger les batteries, on Mm. retourne dans l'ombre, et là on retire. Donc on tire qu'en fait un Une f- quart de enfin, Ouais, une demi-orbite toutes les deux orbites. ouais. Donc là, on se retrouve à faire des choses deviennent Très complexe. l'optimisation de montée, de mise à poste devient très très compliqué. Ouais. Mm. Très complexe. Et, euh, et ça, c'est des choses sur lesquelles maintenant les entreprises se lancent. Et c'est vraiment des situations complexes. Alors nous, on essaie de les aider un petit peu, mais moi, c'est pas vraiment une spécialité. En plus, on est vraiment une entreprise qui fait du hardware, on ne vend pas vraiment ces optimisations de mission. Mm. Mais c'est des choses qui sont pas simples. Sur lequel, par exemple, on montrait iSize avant, qui fait ces histoires de radar. Et aussi, ils ont du maintien à poste très compliqué là-dessus. Et ils ont eu un projet de recherche et de collaboration avec l'ESA pour justement l'optimisation de l'utilisation de la propulsion électrique D'accord. pour leur constellation, Ouais, en ouais. disant voilà, quelle est la meilleure façon d'utiliser ce système-là Mhm. pour notre utilisation, quoi. Bien sûr. Parce que des J'avais une fois, par question. exemple,
J'avais une question sur est-ce que tu es limité sur cette techno-là, sur le temps d'allumage continu des aiguilles, par exemple? Est-ce que ces aiguilles se dégradent rapidement ou est-ce que c'est plutôt très stable? Quelle est le temps de vie global d'un de ces moteurs? Alors ça, c'est un des trucs aussi sur lequel on est plutôt fiers. On a une de ces couronnes qui tire depuis 30 000 heures. Donc plus de 3 ans, ça fait 4 ans en continu. Vous Alors avez c'était un projet avant que l'entreprise soit fondée même en fait. Le laboratoire donc, dans lequel l'entreprise est sortie a eu un contrat de qualification avec l'ESA. Ok. Et ils ont commencé à tirer, donc il y a plus de 4 ans, une couronne comme ça, et on voit pas de dégradation vraiment. Oh. Et attends, En ça veut dire que continu. là, vous avez une chambre à vide qui est dédiée à 100% du temps à ce tir-là? Alors c'est le laboratoire sur lequel on est lié. Ok. Donc, et ça, c'est des choses qui sont possibles vraiment grâce à l'ESA, hein, parce que il faut pas se leurrer, hein, même le New Space, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, toutes ces hautes technologies à risque avec beaucoup d'inconnus, c'est financé par les agences en grosse partie, hein. Soit par des contrats de développement, soit Hmm. par des contrats de démonstration, des choses comme ça. Je veux dire, moi, la plupart de mon salaire, c'est payé par les taxes, c'est payé par l'ESA, hein, par des Ouais, contrats de ouais. développement ESA et de qualification ESA. Hmm. Ça, je pense que c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment se rendre compte au niveau européen, c'est que l'ESA Elle fait permet vivre. à beaucoup de ces entreprises de rendre ces produits viables Ouais, bien sûr. et d'aider au développement. C'est-à-dire que moi, tous les mois, j'ai un appel avec des experts à l'ESA et on parle voilà, du développement, des problèmes qu'on a, des solutions. Ils nous donnent des conseils aussi au niveau. Alors, ils ne sont pas forcément experts sur cette technologie-là en particulier, mais ils vont nous dire, ben voilà, comment un système de propulsion électrique est qualifié en général. Ouais. Hmm. Si tu veux faire un cycle thermique, c'est mieux de le faire dans ce sens-là parce que ça Hmm. prouve que tu peux faire ça et ça. Oui, bien sûr. Des Voilà, choses où toutes si ces tu le faisais choses-là, c'est toi-même de ton côté, tu ferais sûrement à l'envers ou voilà, tu saurais pas exactement. forcément comment aborder le Et problème. puis aussi, ils payent hein, pour ces Oui, oui. tests-là. Et donc, c'est des choses qui sont vraiment très importantes Mm. et qu'il ne faut pas minimiser du tout, quoi. Que même le commercial actuel, New Space, qui est sexy, startup, tout ça, où on se dit, oh, c'est les investisseurs. Non, non, il y a quand même beaucoup encore de support institutionnel et qui est très important. Et le geek nous demande la question fatidique, une idée de date pour un proto testé en orbite. Mais il y en a Alors 50 en celui-là, orbite, il y en a voilà. 50. Alors celui-là, il y en a déjà beaucoup en orbite en fait. Alors je peux le montrer ici. On va sauter un slide. Donc ça c'est le module complet. Donc on a lancé le premier est parti sur un satellite avec Planet Lab, avec une constellation d'observation terrestre qui fait des CubeSats et qui est parti en janvier 2018. Ouais, janvier 2018. Et donc, on a passé, nous, tout 2018 à vraiment lancer la production en série. Et maintenant, on en a 150 de fabriqués. On en a 100 qui ont été livrés à des clients et on en a 50 qui sont en orbite aujourd'hui. J'ai une question sur l'autonomie. Du coup, bon, je sais pas si tu as le droit de dire de combien d'indium vous mettez dedans, mais en gros, avec la quantité d'indium que vous avez à l'intérieur, vous avez une durée de vie de combien là? Euh, sur celui-là, de mémoire, on est à 4000 heures, je crois. Et on est D'accord. principalement limité par la quantité de carburant. Donc, ce que vous voyez D'accord. ici, c'est le moteur complet. C'est tout le système, tout inclus. Donc, on a la couronne au milieu. À l'intérieur, ici, on a le réservoir où on met environ 250 grammes d'indium. D'accord. Pour donner une idée de l'échelle, ça fait à peu près ça fait 10 centimètres par 10 centimètres par 10 centimètres. Là, ça fait un U, donc une unité de CubeSat, donc tout le système. Donc on a le réservoir à l'intérieur. On a sur les côtés, on a deux neutraliseurs. Et un peu comme on a vu sur le moteur de haut l'avant, donc on a un canon à électrons ici et un autre là. Et on les fait fonctionner. Il n'y en a qu'un seul qui fonctionne à la fois.
Et l'idée, c'est que ceux-là n'ont pas une durée de vie assez longue pour toute la quantité d'indium, donc on est obligé d'en avoir un de secours pour la durée de vie. Mhm. Après, on a un système donc, électronique avec un petit microprocesseur et tout ça qui communique donc, avec le satellite. Et puis, tout le système haute tension qui est ici qui est encassé dans une résine qu'on voit ici pour cacher un peu parce que les gens ont forcément un peu peur quand on leur dit qu'il va y avoir jusqu'à 10 000 volts dans leur Les- CubeSat ou et dans les leur chambres, satellite. ouais. Forcément, ça fait un peu peur, donc donc c'est bien Bien enveloppé isolé. dans de la résine. Ouais. Ok. Et puis ici, on voit le petit capteur, par exemple, de température qui mesure la température du réservoir et qui permet de contrôler pour s'assurer qu'on liquéfie. Mhm. Et ça, ouais, vraiment, c'est un produit qui aujourd'hui on en fait 2 par semaine environ. Ah, c'est ouf. Voilà. Et ça, c'est vraiment un énorme changement parce que aujourd'hui, en un mois, on en fait plus que Safran, qui est le traditionnel, qui fait des moteurs de hall en France, en fait en un an. C'est Donc dingue. c'est vraiment des volumes et de la production qui n'a plus rien à voir avec ce qui était fait avant, quoi. Ouais, bien sûr. Mais Euh, alors j'ai plein de questions parce qu'il y a un truc qui m'interpelle. 4000 heures de fonctionnement étaient limitées par le carburant. Comment vous faites pour le propulseur qui tourne en continu depuis 4 ans, qui a 30 000 heures, comment vous l'approvisionnez? Quelle est la source de carburant? Enfin, comment vous faites quoi? alors, on le remplit. mais, On le remplit. mais du coup, vous On ouvrez la l'ouvre. cuve? On l'ouvre et on le remplit. Ah oui, d'accord, vous n'avez pas un circuit Ouais. continu depuis l'extérieur de la cuve qui vient Non, rentrer non, non, dans non, des... non. Et en Ok, fait, en vrai, il est. Alors, si je vois bien cette photo-là, il est tiré avec ce réservoir-là, qu'on voit, donc celui qui est ok, haut comme ça. d'accord. Et celui qu'on a dans le moteur, en fait, aujourd'hui, maintenant, il a cette forme-là, parce que c'est un petit peu plus optimisé. Mais bon, ça ne change rien au fait que le principe de base est le même, la couronne est la même, et on a le même principe de fonctionnement. Donc à peu près, celui-là, ouais, je ne sais plus, toutes les 4-5 000 heures, je crois qu'il l'ouvre et il le remplisse. Et c'est le genre de test qui est super ennuyeux et il faut surtout laisser les chercheurs très très loin de ces tests-là parce qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de toucher au truc et de changer les paramètres pour voir comment ça se passe. C'est le genre de test où il faut surtout le laisser dans un coin et pas regarder. Ouais, c'est ça. Parce que tu n'as qu'une Ok. envie, c'est de bidouiller avec. Ah, mais ok, ça fait sens, ouais, du coup. Ok, très bien. Ouais, Alors, question technique sur ce petit propulseur. Donc, tu disais l'indium fond à 150 degrés Celsius. ouais. Tu disais que vous chauffiez l'intérieur. Comment, comment est-ce que vous avez besoin de dissiper cette chaleur ou est-ce que justement la chaleur part dans le système? Comment vous gérez la thermique de Alors, cet la équipement? thermique, ouais. Ça, c'est un vrai souci, surtout sur les CubeSat où la thermique peut être un gros problème. Il n'y a pas Mm. beaucoup de surface pour dissiper sur les smallsat et il se retrouve vite à être limité en thermique. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a un système avec, comme un thermos sous vide, hein, où on a un réservoir et puis après un système de plusieurs parois avec métal poli à l'intérieur qui permettent de garder vraiment l'émissivité la plus basse possible Mhm. et de limiter les pertes thermiques du système vers le D'accord. satellite. D'accord, ok. Et du coup, Donc, toutes les pertes thermiques sont évacuées par l'espace vers l'interface. alors, il y a une partie à la fin qui est perdue en radiation par la couche externe, là qu'on voit en noir, Ouais, qui est dissipée à ce niveau-là. Et celle-ci est en noir pour pouvoir garder les capteurs à des températures raisonnables pour s'assurer qu'on n'a ouais. pas trop chaud sur les capteurs et sur l'électronique qui est collée dessus. Ok, Donc très c'est bien. tout un système d'optimisation thermique. Hmm. Euh, et puis aussi, toute la puissance thermique qui est perdue, c'est la puissance qui est pas utilisée pour la propulsion. Donc Exact. on veut absolument garder ça. Après, il y a toujours voilà, de l'optimisation. On pourrait mettre de la MLI, on pourrait mettre d'autres choses, mais La MLI sur ces petites unités ces comme ça, je pense que ça contraintes, serait pas voilà, très ce sont efficace, hein. des contraintes d'espace, des contraintes de coût aussi.
Parce qu'Emily, tout de suite, si on va aller en chercher, il faut aller chercher chez des fabricants traditionnels Ça coûte cher. qui coûtent très cher. Et donc, du coup, c'est toujours un vrai challenge à ces niveaux-là. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Mais c'est vrai que c'est une grosse question. Il y a différentes technos. Nous, l'avantage, c'est que quand le plasma est créé, il y a pas ça chauffe pas vraiment la couronne. Donc, il n'y a pas d'aspect thermique sur le plasma. D'accord. Ce qui fait qu'on n'a pas, quand le moteur est allumé, il n'y a pas de chaleur générée. La chaleur est vraiment sur l'aspect garder le carburant liquide. On a d'autres technologies concurrentes où quand le moteur est allumé, il y a de la perte thermique sur le moteur. Et ça peut limiter la durée de tir du moteur. C'est-à-dire que, par exemple, on peut le tirer par exemple, que pendant 30 minutes avant que le satellite surchauffe. Oui. Et ça peut être des contraintes d'utilisation qui ne sont pas forcément évidentes à première vue. Mais quand on commence à regarder le système, c'est-à-dire que ce moteur-là peut être plus efficace, par exemple, mais bon, on peut le tirer que pendant 30 minutes avant de surchauffer. Donc, est-ce que finalement c'est mieux ou pas? C'est pour ça que ces systèmes-là sont souvent... moi, je viens de la recherche au départ, où dans la recherche, on essaie de gagner les 3-4% de performance. On veut vraiment optimiser. Et puis au final, ce que les gens regardent, c'est vraiment tout l'aspect système. Et c'est pas juste la partie bien sûr. Développement. Ouais. Bien sûr. Ok. Et puis, si on parle de l'aspect système, c'est aussi l'aspect d'être tout en un. Donc, traditionnellement, alors là, c'est le risque d'être un petit peu petit. T'inquiète, je mets en grand écran. Voilà. Dans la propulsion traditionnelle, ce que les fabricants font, c'est qu'ils font le moteur. Okay, donc, ils vont faire le moteur et peut-être les canons à électrons neutraliseurs, et ils vont vous vendre ça. Après, il faut que tu ailles acheter chez quelqu'un d'autre un réservoir, et chez quelqu'un d'autre les régulateurs de pression avec le distributeur qui gère le débit de carburant, et puis chez un troisième fabricant la boîte la partie électronique de puissance. Et après, c'est à toi d'intégrer tout ça dans ton satellite. Et ça, pour un satellite géostationnaire, par exemple, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça marche quand tu as 5 ans et beaucoup d'argent pour développer un système. Mais vraiment, la révolution dans le New Space, c'est vraiment de proposer ces systèmes tout en un, c'est un peu l'idée plug and play. C'est-à-dire que nous, on parle souvent, surtout avec les gens du spatial traditionnel comme Airbus ou Thales, disant non, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter avec d'aller chercher un réservoir, un machin. Non, l'idée c'est vraiment vous avez 4 boulons et une prise électrique et c'est tout, quoi. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de quelle est ma distance entre mon réservoir et mon moteur avec la longueur de ligne et la température le long de la ligne et tout ça. Non, on vous vend le système complet, tout intégré. Mais comme le dit le geek là, ça paraît très simple. Enfin voilà. En tout cas, ça paraît être une solution très optimisée qui, à la fois en termes d'espace, de management, d'interface, de densité aussi assez faible. C'est fou. Et de pouvoir atteindre des vitesses de dingue avec si petites machines, c'est dingue. Ouais, et puis il y a des choses aussi sur lesquelles on ne se rend pas forcément compte, mais par exemple, quand on reçoit des offres ou des demandes pour des trucs de propulsion, il va y avoir, par exemple, les gens te disent est-ce qu'il y a des contraintes spéciales pour le transporter, le système? C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, on ne peut pas envoyer un réservoir qui est avec 200 bars de pression de xénon par les trucs de transporteurs classiques, quoi. Ouais. On ne peut pas l'envoyer peut-être par avion. Ton réservoir avec 200 bars de xénon. Donc, ça veut dire qu'il faut aller le remplir à Kourou ou à Cap Canaveral avec du personnel spécialisé qui va venir faire le remplissage, ainsi de suite. Compliqué. Ça va être compliqué, tandis que nous, vu que c'est juste un bloc de métal non toxique, quand c'est à température ambiante, on l'envoie par la poste, entre guillemets. Enfin, on l'a envoyé par DHL, les choses comme ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment relativement simple à envoyer. Et même les gens qui aujourd'hui font même des systèmes New Space Xenon,
ont des systèmes où ils vont avoir certifié le réservoir pour pouvoir l'envoyer en transport simple par la route. Ouais. C'est-à-dire que le réservoir va peut-être être un peu plus lourd, un peu moins optimisé au niveau masse, mais finalement, ça va être plus intéressant au niveau système complet parce que tu n'as pas besoin de te poser la question, d'aller dire il faut que j'aille payer maintenant des mecs spécialisés du CNES pour aller remplir Mm. le réservoir de Xénon Ouais, ouais. à Kourou, dans une salle blanche, avec tout ça. Là, c'est beaucoup plus simple. Et alors, Et AZ nous demande, mais ça coûte combien? Combien vous le vendez? alors, ouais, celui-là, je peux vous dire. Alors, typiquement, c'est le genre de choses qui n'est pas partagé, hein. Celui-là, on a le prix en ligne parce que c'est aussi un petit peu le jeu du New Space, hein, vu qu'il y a de la concurrence. Ah, mais ça, ça, Euh, ça c'est public, du coup, le prix en ligne, il est sur ouais, votre le prix en catalogue. ligne, il est. Alors, je ne sais plus s'il est encore en ligne, mais le prix de cette unité-là, on la vend à 35 000 euros, pour donner une idée. Ça va, une demi-Tesla. Donc, alors c'est pas énorme parce que c'est le prix d'une voiture, hein, mais pour du spatial, Pas cher. c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Voilà, pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, un CubeSat, un lancement de CubeSat, on va entre 100 000 et 300 000 euros dans ces eaux-là, en Ouais. fonction de la taille un peu d'un CubeSat. Euh, donc voilà, c'est dans ces ordres de grandeur-là. Mm. Un système de propulsion pour Baby Colombo, ça va être dans les dizaines de millions. Ouais. Bon, bien sûr, ils ont voilà, la qualité et l'assurance et ainsi de suite est pas la même. Mm. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire de la série et de la grande série et le produit sur étagère. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. qu'on on va pas le personnaliser, très peu le personnaliser pour les gens. Parce que quand on parle avec Airbus ou Thales, eux, ils ont l'habitude de dire, Voilà voilà, on les veut un moteur specs. qui fasse, on Ouais. veut un moteur qui fasse exactement ça, avec exactement cette quantité de carburant, Ouais, exactement non, et là, cette puissance. non. Et voilà, ils ont l'habitude de dire, bah voilà, et du coup, les gens conçoivent entre guillemets un nouveau moteur pour eux, quoi, à chaque Mm. fois. Ouais. Et Tout est l'idée, plus c'est de dire, cher. non, 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 voilà le truc sur catalogue, vous avez ça, et c'est tout. À la limite, on peut on peut changer peut-être un peu la position des vis au-dessus pour fixer, si vous avez envie. Ce sera un supplément. Mais voilà, il y a pas de personnalisation. On ne va pas vous le faire un peu plus grand pour vous parce que ce serait bien d'avoir 5% de plus de carburant ou vous avez besoin que de la moitié, donc on vous le fera plus petit. Non, 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 on va pas. Ouais, bien sûr, bien On fait sûr. pas ça. Non, mais l'idée, c'est que maintenant, vous avez investi pour développer une nouvelle technologie, et maintenant, c'est de faire baisser ses coûts unitaires en faisant de la production. Exactement ça. Voilà. Donc, comme je disais, on en fait aujourd'hui 2 par semaine de ces moteurs-là. Et je pense qu'on peut mettre la vidéo Exact. qui est envoyée où on voit un petit peu à quoi ça ressemble la production de ces moteurs. La nouvelle ou l'ancienne? L'ancienne, tu dois avoir peut-être 2018 ou un truc comme ça, je crois. 2019, ouais, c'est marqué. Ouais, 2010, après ça. Ouais. Alors, hop, attendez, j'arrive le chat. J'arrive. Laissez-moi 2 secondes. Pourquoi il y a... Oh, ça fait pas les transitions stylées, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Hop, c'est parti. Oh là 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 là, attends. Je me Il pose y a le déjà. démarrage. L'allumage, il est incroyable. Attends, quoi? Ça s'allume comme ça? Vraiment? Oh là là, c'est trop stylé. Ouais, en général, il y a un côté qui commence avant l'autre, et puis après, les aiguilles viennent au fur et à mesure. Ouais. Oh On le monte en my puissance. Ouais. god. Ça, c'est quoi? C'est de l'indium? Non. Donc ça, c'est l'indium. Bon, on fait plus comme ça maintenant, mais ça, c'est les moules. Donc on vient vraiment le mettre dans des moules comme ça, et après, on a une espèce de tranche de camembert qu'on vient insérer dans notre réservoir. Après, ce qu'on voit ici, là, un petit peu en rouge, c'est le système pour infuser. Donc là, si tu peux faire une pause là-dessus. Mhm. C'est le système où on vient chauffer tout le réservoir pour infuser nos couronnes avec l'indium. Donc il y a vraiment une histoire faut s'assurer que l'indium vient de pénétrer dans les pores des aiguilles. Et donc on a tout un système sous vide, haute tension. Il y a vraiment de la magie noire là derrière pour faire que l'indium vienne couler vraiment dans ces aiguilles et vienne remplir les porosités des aiguilles. Attends, mais tu veux Euh, dire que même avant que le moteur s'allume, du coup, il y a déjà un peu d'indium dans les aiguilles? ouais.
Il D'accord. faut pré-mouiller les aiguilles. C'est comme quand on a des surfaces hydrophobes, par exemple. Vous savez, des fois, l'eau ne veut pas venir mouiller sur une surface. L'indium a un peu cette tendance-là au départ. Et donc, il faut venir s'assurer que ça vient pénétrer à l'intérieur des pores. Et donc ça, il y a toute une techno derrière. Là, il y a vraiment beaucoup de secrets D'accord. derrière ces techniques pour s'assurer que ça vienne vraiment Ne, dans l'émetteur, ne dans va la pas couronne. dévoiler tous les secrets d'Impulsion, évidemment. On n'est pas là pour ça. Hop. Voilà, puis après, donc là, on voit et Oh, on a... les tests de vibration, on a vu. voilà, donc on fait l'assemblage de nos moteurs. Donc on a tout un système, voilà, on vient souder nos réservoirs, laser, et toute une chaîne, alors ça on pourra en parler un petit peu après, d'inspection, de qualité, de s'assurer que les pièces sont aux normes, parce que en faire un, c'est simple, en faire 50, c'est plus compliqué souvent. Alors Et là, attends. on les voit dans la chambre. Donc, on vient les tester 5 par 5 dans les chambres Ah ouais. pour gagner dans le temps de pompage et parce que ça prend énormément de temps de pomper les chambres à vide. Et Donc, vous on êtes vient obligé de les les tester. tester un à un. Enfin, tous doivent être testés. Voilà. Alors, ça, c'est toujours la question de dire bon, on veut aller vite, on veut en faire moins cher. Et les tests prennent vachement de temps et coûtent cher parce qu'il faut les faire tirer dans une chambre à vide. Donc, temps de personnel, d'équipement, ainsi de suite. Mhm. Et nous, la façon dont on fait, c'est que 100% des pièces qui viennent sont inspectées. C'est-à-dire qu'elles sont toutes vérifiées par un système de mesure automatique. Oh, Et la tous les classe. moteurs sont testés en vibration et testés en cycle thermique. Mais par exemple, une des choses qu'on ne fait pas, on fait le cycle thermique sous atmosphère azote et on ne le fait pas sous vide, par exemple. Comme les Ah, gens, typiquement dans un système classique de spatial, on va faire le test sous vide thermique. ouais. Et nous, pour aller plus vite et que ça coûte moins cher, on le fait sous azote. Mais ça veut dire que vous allumez pas le Non, on thruster. ne le fait pas allumer, par exemple. Enfin, on a juste l'ordinateur, le processeur qui est alimenté, mais on n'allume pas le moteur en tant que tel, quoi. Ouais, Donc, on a ok. l'électronique qui est allumée, mais pas le moteur en tant que tel. Et après, on le Euh, fait tirer. Une fois qu'on a fait tous ces tests environnementaux, on fait tirer le moteur pour s'assurer que tout marche avant de l'envoyer chez le client. hmm. Et là, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu typiquement ce qui se passe en spatial, c'est pas ça. Typiquement, dans le spatial, on va avoir beaucoup plus de tests. On va avoir un tir avant. On va faire tous les tests de vibration, de thermique. Et puis après, on va faire un tir après pour s'assurer qu'il n'y a rien qui a dégradé. C'est ça. Euh, et on va avoir beaucoup plus de tests. Alors, c'est pour ça que pour avoir les prix réduits et pour avoir la production de série, l'idée, c'est voilà, de faire des raccourcis. Hmm. Et on est obligé de sacrifier un petit peu en qualité. Et tout le challenge du New Space aujourd'hui aussi, c'est de trouver quels sont les bons compromis entre la qualité et le prix. Ouais, bien sûr. Ouais. On a des clients, nous, qui sont complètement New Space, qui seraient prêts à nous le prendre à partir du moment, sans même qu'on se soit assuré que toutes les vis étaient dedans. On a des clients qui ont envoyé, par exemple, des satellites dans l'espace et qui n'avaient pas encore programmé le satellite pour pouvoir utiliser le moteur. Et qui l'ont fait une fois qu'il était déjà en orbite, quoi. Et puis, on a des gens, voilà, comme par exemple Kineis aujourd'hui, avec un Ouais. de nos clients, qui va faire la constellation Argos, qui est plus, alors même s'ils s'appellent New Space, ils sont quand même plus dans le traditionnel, et qui eux veulent un test de qualification complet sur Hmm. chaque unité, un test thermique sous vide, ainsi de suite, quoi. De D'accord. trouver les bons compromis entre ces grands écarts-là, quoi. Ok, très bien. Et donc sur la vidéo, je crois que de toute façon c'est à peu près la fin. Ouais, je vais la remettre. Attends. Hop. Euh, Merci le geek et à très bientôt. ouais, Ciao, ciao. voilà l'équipe après. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui, quand on dit, donc on en fait 2 par semaine, en pulsion aujourd'hui, c'est 35 personnes environ. Ouais. Alors ça grandit tous les jours. Surtout avec aujourd'hui, maintenant, avec le travail à la maison, il y a des gens que j'ai pas encore vus, il y a des nouveaux têtes que j'ai pas encore vus. Ouais.
L'idée, c'est sur les 30, il y a environ une grosse quinzaine qui est en production. Donc vraiment techniciens et ingénieurs en production. Euh, qui s'assure que les moteurs voilà, sortent avec la durée et la vitesse qu'on a besoin. D'accord, ok. Et justement, au sujet du personnel, il y a Ezwa qui nous disait il y avait que des jeunes sur la vidéo. Ouais, C'est c'est plutôt. très jeune, Ouais, c'est très jeune. très jeune, principalement quand même. Alors ce qui est marrant, c'est que nous, vu qu'on est en Autriche, et l'Autriche n'est pas forcément un gros hotspot pour l'aéronautique. Il y a une seule université là-bas qui propose un diplôme en aéronautique. Pas vraiment beaucoup d'industrie. Il y a une seule entreprise vraiment autre que nous qui fait du spatial. Ouais. Donc c'est très limité. Donc en fait, c'est une équipe super cosmopolite. Sur les 35, je crois qu'on a fait le calcul, on avait 10 passeports différents, je crois, sur les 35 personnes. Donc partout en Europe, on est 3 ou 4 Français, beaucoup d'Allemands, forcément, avec l'Allemand et l'Autriche. On a des Anglais, on a un Canadien, un Australien, un Grec, un Égyptien, on a beaucoup, voilà, un peu de partout. Euh, bah, ça, c'est aussi sympa. Donc, la langue de Ouais, travail, je c'est mettais la l'anglais. vidéo. Ouais. C'est l'anglais partout. Hmm. Euh, et donc, on voit, ouais, c'est vraiment une entreprise très, très cosmopolite, quoi. Trop bien. Donc, on est J'étais. basé près de Vienne, en Autriche. Euh, Ok. et un peu dans la campagne autrichienne. J'étais Donc, ouais, t'as justement vu en la train de mettre la vidéo vidéo. explicative, la vidéo promo de cette année, je suppose, et Ouais. on comprend vraiment tout là. On comprend Ouais, vraiment donc là, tout. on voit un peu les neutraliseurs donc qui permettent d'avoir les électrons qui neutralisent le jet. Et puis, Trop la donc classe. voilà un peu les avantages de l'indium sur lequel bah, les gens ne se rendent pas forcément compte. Euh, on a vraiment très très dense, hein, c'est beaucoup plus dense qu'un gaz. Il n'y a pas de risque d'explosion, c'est pas toxique parce qu'il y a beaucoup de carburants fusés qui sont toxiques, donc qui demandent beaucoup de précautions d'utilisation. Euh, et puis un aspect débris du fait que voilà, le réservoir ne peut pas exploser, même s'il y a un micro-débris qui vient taper dedans. Hmm. Ce qui est toujours très important pour les clients et de plus en plus maintenant. Euh, et donc on n'est pas, on est, ouais, c'est vraiment intéressant pour ça, pour les clients. Ouais, bien sûr. Alors, je Euh, vois une question, pas besoin de nationalité du pays pour travailler dans le spatial. Alors non, pas en Europe. Et ça, c'est un des gros avantages de l'Europe. C'est qu'on n'est pas comme les Américains où il faut être américain. En Europe, en général, il n'y a pas besoin d'être du pays ou même d'être européen, en général. Il y a quelques projets un peu plus militaires qui peuvent être gênants, mais nous, on n'a pas de restriction de nationalité. Donc voilà, même un gars qui vient d'Égypte, c'est pas un souci. Canadien, on a failli recruter des Américains. Euh, on n'a pas de souci là-dessus, ce qui est toujours très agréable. Ce qui change un peu des politiques américaines où ils sont très ouais, protecteurs de tout. clairement, ouais. Nous, on n'a pas de souci là-dessus. On a beaucoup Eh ben, d'Espagnols stylé. aussi dans l'équipe. Non, pas de souci. Et puis, on a un peu de tout dans les formations, depuis des gens qui sont vraiment techniciens, qu'on fait, on va dire, équivalent bac pro ou même un peu moins au niveau formation, qui sont un peu qui ont été un peu moins loin, jusqu'à voilà, des gens qui ont fait des thèses. Ce qui est sympa aussi dans les petites équipes comme ça, c'est que tout le monde contribue, quoi. Il y a pas, il y a beaucoup moins de segmentation entre les différentes équipes. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens
en technique, des gens qui sortent avec qui ont des diplômes de techniciens et qui m'ont donné qui m'ont fait des remarques sur du design en disant bah ouais, mais en fait, on ferait peut-être mieux de faire comme ça, et les choses qui sont incorporées dans les designs du moteur à la fin, Ouais, ouais. sans souci. C'est beaucoup plus Horizontal, et les voilà, partages de connaissances, c'est tout le temps, ça brasse, quoi. Ok. énormément. Ouais. Et ça, et puis, c'est pas forcément que des gens non plus dans le technique, hein. C'est-à-dire qu'on recrute de plus en plus des gens qui ont des formations aussi business, parce que quand on dit 50, 100 personnes, enfin, quand on dit une centaine d'unités livrées, c'est sur une quinzaine de clients de mémoire, je crois, qu'on a le chiffre public. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des gens qui sont dans le marketing, dans le business, des gens qui font aussi un peu dans le new space, la partie réseaux sociaux, relations publiques. Il y a aussi beaucoup de gestion de contrats avec l'ESA, mais aussi avec des entreprises étrangères. Donc, beaucoup de parties, on va dire, compta, tous ces aspects-là qui sont vraiment pas simples, hein. Je sais que nous, les gens qui sont en partie compta dans l'entreprise, c'est parce qu'ils doivent gérer des budgets avec des entreprises internationaux, des projets de recherche européens, projets de recherche ESA, Ouais. des fois des projets de recherche où par exemple c'est le client qui a un projet de recherche avec la NASA et qui nous implique dans le truc. Donc là, ça devient des montages pas Mm. possibles. Et sur le New Space, il y a beaucoup de demandes sur vraiment plein de spécialités différentes, quoi. Et pas Ouais. que des gens qui ont fait un diplôme d'ingé aéronautique. Et même nous, des fois, on cherche des gens qui n'ont pas forcément fait de l'aérospatiale. Parce que Mm. des fois, ils ont une façon de voir les choses qui est différente. Par exemple, une des personnes qui gère toute la partie designer vraiment la chaîne de production, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans l'automobile. En disant, lui, il avait fait pas mal de gestion de chaîne de production chez Volkswagen, par exemple. D'accord, ok. Euh, Mais ça, tu vois, je trouve ça passionnant que tu en parles, parce que c'était aussi le but de l'émission à la base, hein, c'était de montrer la diversité des parcours et tout ça, mais aussi de montrer que au sein des entreprises, on n'a pas tous besoin de sortir d'une seule école d'aéronautique ou d'aérospatiale pour faire des métiers en lien. C'est très important de le préciser, hein. Salut, je viens d'arriver. Qui est la personne interviewée? Salut Pierre, bienvenue. Eh bien, c'est Lou qui travaille chez Npulsion. Tu as son nom juste à côté dans sa caméra. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que on va bientôt toucher à la fin, mais avant ça, je voulais quand même parler revenir sur les deux, trois dernières slides que tu avais mises. On t'a quand même les montrer évidemment. Hop, tu voulais montrer, tu voulais parler des essais un petit peu? Ouais, en parler rapidement sur celui-là, un peu un peu du cycle de vie d'un moteur. Qu'est-ce qui se passe entre on décide de faire un moteur et on décide de l'assembler un moteur et on le livre au client. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Un des choses qui est super important, c'est la traçabilité de tout ce qu'on a. Et ça, il y a un gros département au niveau logistique là-dessus pour gérer tout ça. Et par exemple, une des choses qu'on fait, c'est que 100% des pièces qu'on reçoit sont inspectées. Donc, on a un système d'optique, par exemple, qui inspecte les pièces. Et après, on a la traçabilité de toutes les pièces. C'est-à-dire que si un client dit non, notre truc, il ne marche pas, on est capable de remonter en disant ah ouais, Ah ouais. là, on a eu cette pièce-là, et la chaîne, ou des fois aussi, c'est le fournisseur qui n'est pas aussi bon que voilà, ce qu'on pensait. Donc, c'est vraiment, Et il y a une inspection complète. le Ouais. système optique est capable de détecter un défaut? Oui, Ah, oh la on a vache. différents systèmes qui sont automatisés. Donc, on a un gars en logistique avec qui moi je travaille beaucoup en fait. Et aussi, quand tu fais la conception d'un moteur, il faut pas se... Alors, il faut qu'il marche, il faut qu'il marche, il faut qu'il soit assemblable. C'est pas toujours. Les gens qui ont fait du design sur ordinateur se rendront compte que des fois, on a des super beaux designs et on se rend compte que la vis, ça tiendra jamais. On n'arrivera jamais à mettre la vis dans le trou. Ouais, c'est Euh, ça, exactement. on Où peut est-ce pas que mettre tu le passes la main tournevis. là? On peut mettre la vis dans le trou, mais on n'a pas la place pour un tournevis, par Voilà, exemple. c'est ça. Mm. Et il faut que ce soit pas trop cher à produire, mais aussi il faut que ce soit inspectable. Et ça, c'est pas forcément un truc qu'on se rend compte au départ.
C'est-à-dire qu'il faut que notre système de mesure qu'on a, nous, actuellement, qui n'est pas parfait, il puisse faire la mesure de la pièce automatique. Mm. Et là, du coup, ça rend des contraintes. Et tout ça que moi, je travaille pas mal avec justement les personnes qui sont en logistique Mhm. et qui gèrent les approvisionnements en disant bah, voilà un dessin, est-ce que tu penses que tu peux l'inspecter? Et il me dit bah non, ça je peux pas, ou ça je peux, ou ça peut-être que tu peux faire ça comme ça. Et du coup, voilà, Ouais. il y a vraiment un truc comme là-dessus. Après, nous, donc vraiment le cœur du propulseur, donc cette couronne avec l'indium et ainsi de suite, les réservoirs, donc on les fait par série. Donc on peut voir là, on a un système où on peut faire 5 à la fois. Euh, Après, on assemble le moteur. Tout un pareil, on peut en assembler, on fait généralement une journée, on va assembler 3 d'un coup, parce que c'est un peu plus rapide. Et là, pareil, alors au départ, c'était pas mal des ingés qui avaient fait la conception, qui l'assemblaient, mais maintenant, c'est de plus en plus donc des techniciens, et c'est eux qui écrivent leurs propres procédures, leurs propres systèmes, et qui créent leur propre démarche qualité aussi, ce qui est intéressant. Mhm. Après, donc on fait les tests environnementaux, donc on va les mettre sur la table vibrante ici, shaker. Donc on va aussi, par exemple, une des choses qui n'est pas faite habituellement, mais on en met, enfin, dans la plupart, dans le spatial traditionnel, mais on va en mettre 2 moteurs d'un coup sur le shaker pour tester deux d'un coup. Ça permet d'aller plus vite au niveau des tests environnementaux. Et puis après, à la fin, on le tire. Et là, on fait toute l'enveloppe de tir classique et on vérifie toutes les fonctions pour s'assurer que tout marche. On génère après un rapport d'essai, plus ou moins automatique, et puis c'est envoyé chez le client. Et là, ça paraît être beaucoup d'étapes, mais en fait, on prend beaucoup de raccourcis par rapport, comme je disais, on prend beaucoup de raccourcis par rapport au traditionnel, parce que dans le traditionnel, dans le spatial traditionnel, il faudrait qu'on fasse une réunion avec le client avant, quand on le met sur la table vibrante, pour nous dire que le client nous dise « Ok, c'est bon, vous êtes prêt pour faire la test de vibration ». Ouais. Après, une fois qu'on a fait le test, on envoie les données préliminaires. Le client dit « Ok, ça c'est bon. Ok, vous avez le droit maintenant de le mettre dans la chambre. » On le met dans la chambre, on fait le test. On a une réunion avec le client normalement pour dire « Ok, bon, le test est bien passé. » Ensuite, on prépare le rapport d'essai, on envoie le rapport d'essai. Ils prennent une semaine pour faire pour la review du rapport. Après, on a une réunion pour dire « Ok, c'est bon, vous pouvez l'envoyer par colis. » Et ça, bah, c'est pas une chose qu'on n'a pas le temps de faire ça, nous, dans Bien sûr, nos ouais. productions et dans les coûts qu'on a, parce que les réunions coûtent cher. Et donc ça, c'est important aussi de négocier avec les gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi même les gens comme Airbus ou Thales sont maintenant prêts ils se rendent compte que c'est de là que les temps changent et qu'ils sont aussi prêts à négocier et à voir comment faire, quoi. Donc des fois, ils se disent « Oh, on est super inspiré par comment vous faites, parce que nous, on n'aurait jamais réussi à faire ça. » Ouais, ouais, ils essayent de se remettre en question aussi dans Ouais. leur façon de fonctionner et ils ont des idées établies, des processus établis depuis des années parce que ça a toujours fonctionné comme ça, au cas par cas, ou comme tu le disais, tu designes ton truc que pour une seule utilisation. Mais là tu es parti en mode production, mais forcément, c'est comme l'automobile. Tu peux pas te permettre de tester chaque voiture qui sort d'usine sous tous les angles, faire une réunion à Ouais. chaque fois qu'il y a une Clio qui sort de Ouais. l'usine, quoi. Donc, C'est exactement ça, ouais. C'est exactement le changement. Et puis bah aussi, même dans le New Space, il y a quand même une montée en qualité qui est importante. Donc là, on voit, par exemple, c'est des photos, photos promotionnelles. On peut voir le mec qui visse un truc qui sert à rien dans le coin, et tout ça. Et là, c'était nos chambres d'essai, par exemple, donc il y a 2 ans. Et aujourd'hui, maintenant, c'est passé tout en salle blanche. Donc maintenant, pour rentrer dans ce système-là, il faut les surchaussures, les charlottes, les masques et tout ça, pour pouvoir rentrer. Et aujourd'hui, on a 4 chambres comme ça au lieu de 2. Et le passage en salle blanche, par exemple, a été une demande des clients, quoi. Même des clients New Space qui étaient au départ un peu plus rock'n'roll, aujourd'hui disent non, en fait, on veut un peu plus de qualité, parce que il y a quand même, chose qu'on ne dit pas, mais dans le New Space, il y a quand même pas mal de mortalité au niveau des satellites. Il y en a beaucoup, alors surtout dans les CubeSats, qui répondent jamais, ou qui sont envoyés et qui n'ont jamais de contact avec le sol, ou qui s'arrêtent de fonctionner au bout de quelques mois. Donc il faut vraiment, voilà, les gens aussi essayer de trouver l'équilibre entre voilà, prendre des raccourcis et faire, faire le spatial traditionnel. clairement, clairement, clairement. Et alors, il faut quand même parler évidemment du projet sur lequel toi tu travailles et sur le futur Ouais, d'Enpulsion. ouais, ouais, ouais.
Donc moi, quand j'ai été embauché il y a 2 ans, c'était pour développer le nouveau moteur en fait chez Impulsion. Ce nouveau moteur, donc là vous le voyez, hop, excusez-moi, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Hop. Donc là vous le voyez. Vous voyez sur la droite, et l'idée en fait c'est de grouper un peu et de faire un moteur plus puissant. Donc là sur le moteur qu'on voyait avant, donc, qui était notre Nano, on appelle ça, il avait fait 40 watts à peu près, et il peut pousser environ 400 micronewtons. Donc là on parle quand même de petites unités. Tu parles duquel? Tu Euh, parles de celui que tu nous as montré avant ou ouais, de celui qu'on celui-ci qu'on avait voit? montré avant. Ouais. C'était à peu près 40 watts, D'accord. 400 micronewtons, et c'est plus fait pour des CubeSat ou des gros CubeSat, on va dire. Euh, donc moi, quand j'étais embauché, c'était vraiment pour développer plus ou moins de zéro un moteur qui fait une centaine de watts. Et là, l'idée, c'était de réutiliser les briques qu'on connaissait déjà. Donc on réutilise les couronnes, donc, que vous voyez ici, Mhm. euh, sur lequel on a ces 30 000 heures de qualification, on a cette expérience, mais d'en faire un produit qui est un peu plus haute qualité et un peu plus haute puissance, et dédié à un marché un peu plus un peu plus gros, on va dire, des satellites qui font une centaine, 200 kilos, du type, par exemple, OneWeb. Ça pourrait être un remplacement d'un moteur OneWeb, par exemple. D'accord. L'idée, c'est de faire un système qui est encore plus simple à intégrer, où on a 4 vis dans les 4 coins, une prise de courant en dessous, un connecteur pour la communication, et Ok. c'est tout, quoi. Oh là là. Le moteur en tant que tel, il est autonome en thermique, il n'a pas besoin de dissiper de la chaleur, et il vient juste se boulonner sur le panneau, sur l'extérieur du satellite, Oh, c'est trop stylé. le plus simple possible. Trop stylé. L'idée, c'est de pouvoir le rendre, euh, voilà, pouvoir le grouper en groupe de 4, 3, 4, 2, 3, 4, si on a besoin de plus de puissance. Donc toujours standardiser un peu ces systèmes. J'ai une question. La partie blanche qu'on voit, elle serait à l'intérieur du satellite ou plutôt à l'extérieur? Non, c'est à l'extérieur. Donc À là, la partie l'extérieur. blanche, c'est un radiateur en fait. C'est ça. C'est de la peinture thermique spatiale blanche. Voilà, c'est pour ça. Ok. Super cher. Ouais. Tu dois connaître. Ouais. Et donc, ouais, c'est de la peinture blanche qui n'absorbe pas la lumière du soleil, Mm. donc qui réfléchit la lumière du soleil, hein, mais qui va émettre les infrarouges, qui va être très émetteur en infrarouge, donc qui va permettre de refroidir le moteur. Ok. Très bien. Ouais. Et du coup, en mettant 4 blocs comme ça ensemble, vous voulez attaquer de nouveaux marchés? C'est ça l'idée. Monter un peu plus en puissance, monter sur des gens qui sont un peu plus, ouais, qui ont un plus gros marché. Donc typiquement, les OneWeb par exemple, ou des satellites. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? On a beaucoup de satellites radars par exemple qui sont intéressés pour ça. D'accord. Euh, ou même des choses qui pourraient être de l'observation terrestre, moyenne résolution. Hmm. On a des clients qui sont intéressés, par exemple, pour de la détection de pollution, méthane, ce genre de choses-là. Et pour les télécoms, c'est impossible. Le marché est complètement saturé parce que les plateformes Airbus et Thales sont standards et Et une des questions. Non, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a des choses beaucoup plus établies, et puis les demandes en qualité sont beaucoup plus élevées. ouais. Mais même ces personnes-là commencent à penser à faire peut-être du ComSat, du satellite de communication low cost, du géostationnaire low cost. C'est une chose qui commence à se dire en disant plus petit, moins longue durée de vie, Mhm. ce genre de choses-là. Ok. Euh, Gestion des débris là-haut, ça va être terrible, hein, mais ok. alors nous, l'idée souvent, les clients aussi, c'est ils veulent le gros intérêt du plug and play pour eux, c'est de dire on met ce moteur-là sur le satellite, comme ça on n'a pas besoin, on a un moteur pour faire pour gérer la fin de vie, donc Ah pour oui, déorbiter le satellite en fin de vie. oui, oui, tout Et à ça, c'est fait. quelque chose qui est de plus en plus demandé par les agences, et dès qu'on a un financement, alors il n'y a pas encore de loi qui l'oblige, mais dès qu'il y a un financement public sur une mission,
ou sur un développement, souvent c'est demandé par les organismes publics. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens font beaucoup, beaucoup plus attention. Et nous, pour eux, l'idée, c'est de dire, bah voilà, ils ont un système simple d'intégration qui coûte pas trop cher, euh, qui va peut-être prendre qui va peut-être prendre beaucoup de temps pour faire le déorbite, mais au final, est-ce que c'est Ouais. très grave? Est-ce que c'est grave? Ouais. Voilà. C'est ouf. Il Et est. typiquement, voilà, comme ce que fait voilà, Starlink, ce genre d'application-là, ouais, c'est ça. Electrotistic nous dit est-ce que ça vise plus principalement quand même des applications en orbite basse? Ouais, alors ça dépend. Le marché est quand même principalement sur l'orbite basse, Ouais. parce que c'est là où il y a le plus de satellites. Ouais, bien sûr. Les satellites juste comme au niveau volume, il y a plus de volume, de nombre de satellites. Après, les satellites en géostationnaire sont plus chers, donc bon, Mm. ça se compense un peu, mais là, il y a quand même la direction dont les choses se voilà, dirigent, on va dire, c'est vraiment l'orbite basse, l'orbite moyenne. Et puis, il y a aussi le fait que quand on est en orbite basse, on peut prendre quand même pas mal de raccourcis au niveau électronique, parce qu'il y a beaucoup moins de radiation. Ouais. Et du coup, on peut faire de l'électronique qui coûte beaucoup moins cher que quand on est en géostationnaire et qu'on passe la ceinture de Van Allen, où là, on est obligé on a beaucoup de radiation, Mm. et du coup, on peut plus utiliser de l'électronique pas chère. Par exemple, une des grosses choses que nous, on fait, c'est d'utiliser de l'électronique qualité automobile. D'accord. C'est-à-dire Ok. que c'est l'électronique qui n'est pas spatiale en tant que telle. Ouais. C'est des composants qui sont qualifiés pour l'automobile. Et en fait, l'automobile qualifie vachement de composants à quand même des bons standards. Mhm. Et vu qu'ils ont des volumes de production élevés, ça coûte pas très cher. Et nous, c'est vraiment aussi, c'est une des façons de réduire le prix. Au lieu d'acheter un processeur qualifié spatial qui coûte 5 000 €, on va en acheter soit un qui coûte 10 € en qualité automobile, Ouais, bien sûr. soit aussi maintenant les fabricants commencent à dire, bon, on vous prend le processeur automobile et puis on va vous le tester en radiation. Il vous coûtera 200 € au lieu de 10 €, mais on vous aura certifié qu'il passe la radiation. Bien sûr. Euh, Ouais. c'est des choses qui sont. Ouais, Ah ok, non, mais c'est ouf qu'il y ait du dialogue comme ça, que ça se négocie, mais c'est trop ouais bien, c'est trop bien. c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Ouais. Alors, question d'Alexandre, en orbite basse, il y a le projet ESA qui vise à développer un moteur ionique utilisant l'air raréfié à 250 km comme fluide. Est-ce que tu en as entendu parler? Ouais. C'est les Italiens qui développent ça à Citel sur un projet ESA, ouais. Ouais, c'est intéressant. Alors, c'est beaucoup de challenges, notamment parce que le gaz principal qu'on a là-bas, c'est de l'oxygène. Ouais. Et l'oxygène, c'est méchant. L'oxygène, ça vient manger les métaux, ça vient attaquer les surfaces. Donc, il y a beaucoup de challenges. C'est un super beau défi. Après, au final, à part certaines missions scientifiques, il n'y a finalement pas forcément tant d'applications que ça. Peut-être de l'observation terrestre où on peut diminuer un peu la taille des optiques quand on est plus bas. C'est intéressant à voir. Ça reste pour l'instant très académique quand même. Hein. Ouais, C'est bien quand même sûr. c'est de la recherche et pas de l'implication industrielle. Bien sûr, ouais. Ok, mais en tout cas, je tenais à te dire que ce moteur est très beau. Enfin, genre, le bloc là, c'est très joli. C'est un très joli Il produit. était encore un peu plus beau avant que j'ai besoin de changer le dessus. On avait un truc en forme de trèfle à 4 feuilles, mais on a dû le Ah ouais? changer. Ah, là, je le trouve trop classe, tu vois. Ça, c'est un objet que je pourrais poser là sur mon décor de stream, tu vois. Ça, c'est J'en pas ai un, mal. attends. J'ai une version sur mon bureau, imprimé 3D. Ah, Euh, ouais. Ah, mais comme ça, ça, on a si on l'échelle 1. voilà. Je vous donne un peu une idée de ça. C'est une plus ancienne version, Trop bien. imprimée 3D, donc en plastique, qui vous Trop donne bien. une idée un peu de la taille du système. On dirait un hand spinner, le truc gris au-dessus. Ouais, c'est ce que tu disais, ça fait un peu un trèfle. C'était dommage, on a dû l'enlever parce que ça marchait pas comme on voulait. Mais en tout C'est cas, aussi ouais, une moi je le partie trouve du très joli. développement. Là, le design actuel, je le trouve ouf. On dirait une GameCube.
Alors, ce qui est marrant, c'est que, bon, là, c'est le modèle en plastique, mais c'est que le fait qu'on utilise de l'indium, vu que c'est très lourd, l'indium, c'est à peu près la densité de l'acier, Ouais, en plus ou moins. Et du coup, ça, en fait, c'est surprenamment dense quand on le soulève. On a l'habitude de tout ce qui est dans le spatial d'être très très léger. ouais, Et ça fait à peu près 2,5 kg. ouais. Et du coup, c'est à peu près la même densité qu'un bloc d'aluminium solide. Hmm. Ce qui est toujours surprenant pour les gens parce qu'ils disent ah ben non, hein, enfin, dans le spatial, on a l'habitude d'avoir des structures grosses mais très légères. Ouais, mais il Et faut quand même ici, rappeler que là, dans ce bloc-là, tu as l'électronique, le carburant et ouais, l'ensemble moteur. Enfin, il y a vraiment tout. Donc tout est forcément, intégré. Ouais. plus c'est dense et mieux c'est en termes d'optimisation d'espace. C'est ouf. Ouais. Trop bien. Et puis en fait, pour les small sats, c'est aussi souvent une contrainte hein, parce que ils sont contraints souvent plus en volume qu'en masse Hmm. pour les lancements. C'est vrai. Parce que souvent, ils ont une enveloppe et, et la masse, ils sont loin des limites de masse pour les lancements, mais ils sont plus souvent proches des limites de volume. C'est vrai. Donc c'est aussi une optimisation à avoir. Ouais. Hmm. Il y a beaucoup de petites boîtes aussi qui s'éloignent du standard CubeSat parce que c'est très contraignant en termes de volume. Et qu'ils Exactement préfèrent, aussi, ils ouais. préfèrent ils préfèrent partir sur du small sat. Ouais. Par exemple, donc, le moteur que je vous faisais voir, celui-là, donc le Nano, qui est un peu qui est au standard CubeSat, on a une autre version qui arrive, qui sera un peu plus, un peu moins au standard CubeSat, les mêmes pièces, mais réarrangées un petit peu pour être plus facile à monter dans quelque chose qui n'est pas un CubeSat. D'accord, ok. Ouais. Est-ce qu'on peut orienter la poussée du coup avec le bloc de 4? Parce que tu peux allumer ou ne pas allumer tous les propulseurs en même temps et peut-être créer un moment. Ouais, alors pas sur celui-là, parce qu'en fait, en dessous, ils sont tous connectés. Au même Donc on le réservoir, voit tu veux pas. dire? Ouais, tout est connecté à l'intérieur. Et c'était un choix un petit peu au départ de dire est-ce qu'on le fait avec la possibilité justement de faire de faire tirer qu'un côté ou que deux côtés ou de différentes poussées sur les différentes couronnes. Et en faisant l'optimisation là-dessus, on s'est rendu compte que ça allait le rendre beaucoup plus gros en volume. Ouais, Et les clients avaient l'air de dire non, nous on veut quelque chose qui prenne le moins de place possible sur la surface extérieure du satellite. ouais, ok. Euh, alors par contre, ce qu'on est en train de développer, et ça c'est une mission qu'on a avec le MIT, donc aux États-Unis, c'est une version de ce moteur-là. Au lieu d'avoir un anneau ici, on divise l'anneau en 3 parties. Uh-huh. Et il est divisé en 3 parties. Et on peut comme ça orienter le jet avec ce système-là. Et c'est un système d'orientation de jet qui est complètement, qui est juste électrique. C'est juste avec les différents potentiels électriques, enfin, tensions qu'on applique Trop sur les stylé. 3 anneaux. Et l'avantage, c'est que c'est un système d'orientation qui est sans pièces mécaniques. Ouais, ouais, Et trop ça, stylé. c'est un gros, gros truc parce que les pièces mécaniques dans l'espace, on n'aime pas. Euh, Hmm. c'est le mal. Tout ce qui bouge, ça veut dire que ça peut s'arrêter de bouger. Complexité de fou. Ouais. Voilà. Et du coup, et puis un mécanisme de pointage, une plateforme qui permet de pointer le système, souvent ça coûte plus cher que le moteur. Euh, Hmm. et donc du coup, là, d'avoir un système pas trop cher qui permet juste de pointer le, le jet, c'est un sacré avantage. On a une mission l'année prochaine avec le MIT là-dessus, où ils en font voler un ou deux, je sais plus, Trop bien. avec ce système-là. Ouais. Ah, trop trop bien. Alexandre a une question, il te demande, je sais pas si tu as le temps, mais vu qu'il n'y a aucune pièce mobile, je suppose que faire varier la poussée des couronnes est très facile. Ça doit être cool pour le contrôle d'attitude par poussée différentielle. Ouais, alors tu peux le faire. Nous, ce qu'on a, on a des gens qui font par exemple tirer avec. Ils ont 4 moteurs par exemple comme ça, et sur les coins du satellite, et ça leur permet de faire un petit peu de contrôle d'attitude ouais, et de poussée différentielle là-dessus. Alors le truc, c'est aussi, nous on fait les moteurs, mais on n'est pas les gens qui les opèrent en orbite. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément beaucoup de données sur ce que les gens font avec les moteurs. Hmm. Et ça, c'est euh, toujours un peu étrange. C'est-à-dire que les gens se disent, imaginent que voilà, bah, vous le faites tirer, donc enfin, c'est votre moteur, donc vous savez comment il fonctionne et vous avez toutes les données en vol. Bah non.
Certains clients partagent, certains clients sont très heureux de partager, nous dire ah bah oui, on fait ça, est-ce que vous pouvez regarder si tout va bien et tout ça. Il y a d'autres clients qui nous appellent que quand ça va mal ou quand il y a un truc Mhm. bizarre. Il y en a certains, on sait juste que le satellite a été lancé, mais on ne sait même pas s'ils ont allumé le moteur, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a aucune idée. Mais Ils nous c'est contactent dommage pas. de ne pas avoir ce retour d'expérience pour gagner en confiance sur le design, etc. Est-ce que ça Alors, vous a poussé à peut-être réfléchir à lancer un de vos propres satellites pour avoir vraiment une... c'est quelque chose que beaucoup de gens font, surtout dans les startups, lancer sa propre mission. Nous, on n'a pas eu besoin pour le moment parce qu'on a eu quelques partenaires qui ont été plus partageurs Ok, dans leurs données. Ça, c'était ça nous fait vachement gagner au niveau maturité en niveau de connaissance. maturité et voilà. Et c'est aussi un challenge hein, parce que quand on commence à avoir 50 moteurs en orbite, le support client Ouais. devient quelque chose, surtout quand on a des clients qui sont un peu partout dans le monde, en Asie, aux États-Unis. La hotline Euh, 24-24 là. voilà, typiquement, jusqu'à présent, c'était mon chef, donc le CTO de la boîte qui faisait ça. Et là, commence à se rendre compte qu'il il peut pas assurer tous les supports parce que ouais, quand un client américain appelle, bah, il faut être là, il faut être au taquet et faut s'assurer qu'il soit, voilà, qu'on puisse lui répondre. Donc, Hmm. c'est pas simple, vraiment pas simple. Koé nous dit, mais Donc, c'est aussi quelque chose à apprendre. Ouais. pourquoi est-ce que vous ne mettez pas une obligation de retour d'expérience formalisée dans le contrat avec l'entreprise? C'est pas possible? Alors, on le fait plus dans l'autre sens où des fois on leur donne des réductions s'ils nous partagent les données avec nous. Ah, ok. Euh, ou par exemple aussi des réductions ils disent publiquement qu'ils veulent nos moteurs, qu'ils font rouler avec nos moteurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent la propulsion comme un aspect stratégique et qui veulent surtout pas dire ce qu'ils utilisent. Hmm. Donc c'est pour ça que par exemple on a une quinzaine de clients, mais on n'a que 3 ou 4 qui sont publics. Ouais, Euh, ok. Donc, et vous, ça vous fait une belle image quand quelqu'un donc c'est dit toujours bien, voilà, on a choisi cette solution-là pour voler. exactement ça. Oui. Hmm. Ok. Donc c'est toujours c'est la partie qui est un peu plus moche, on va dire, du commercial. Ouais. Surtout quand moi je fais en sorte de la recherche, dans la recherche, on partage tout. Bah là, on se retrouve à des fois à pas pouvoir dire, à pas Hmm. pouvoir partager, à pas pouvoir. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont confidentielles. Donc ça fait partie Ouais. ça fait partie des choses, ouais, toujours ouais, difficiles à voir. Ok, eh ben écoute, Lou, je crois qu'on arrive à la fin. On a peut-être le temps pour une ou deux questions dans le chat si vous avez encore des questions sous le coude. Sinon, je pense qu'il va être l'heure de dire au revoir, malheureusement. On attend là, je meuble 30 secondes, le temps que les gens disent leur dernière question, si jamais il y en a. Mais entre-temps, je me permets du coup de te... Ah oui, est-ce que vous prenez des stagiaires nous demande Alexandre. Alors, en ce moment, c'est un peu difficile. En ce moment, c'est chaud, ouais, en En ce théorie. moment, c'est un peu difficile. Mais pour les gens qui sont intéressés par le New Space en général et ces genres de choses-là, regardez les sites d'entreprise. Souvent, il y en a beaucoup il y a beaucoup d'offres de jobs et de stages qui sortent. Moi, j'en ai régulièrement. Là, on en a une, par exemple, pour un ingénieur essai avec un profil qui peut être débutant. On va en avoir un autre avec un ingénieur design, peut-être un petit peu plus d'expérience dans ce cas-là, mais et c'est quand même des beaucoup plus petites entreprises qui sont moins regardants au niveau grille, Oui, qui n'ont pas des grilles d'embauche sur lesquelles t'as pas fait cette école-là, donc t'es ouais, pas pris, bien sûr. ou voilà, par exemple, moi j'essaie de mettre sur ces trucs, sur les choses-là, même si c'est des gens qui n'ont pas forcément un diplôme, mais qui ont des expériences équivalentes ou des expériences intéressantes, ça peut être des choses sur lesquelles il y a plus de flexibilité, on va dire, Hmm. dans ces entreprises, dans ce type d'entreprise-là, qu'un gros groupe comme Airbus où il y a un énorme département RH et puis bah, ils ont des règles et si on rentre pas dans les cases, on rentre pas dans les cases, quoi. Ouais, complètement. Euh, Ouais, non, ouais, il y a des clairement, c'est plus possibilités. flexible. Regardez sur le site. On a un site internet.
Pour les stages, Voilà. regardez peut-être plus l'année prochaine du coup. Parce Ouais, que là, les stages, c'est dur. Moi, j'aimerais bien avoir des stagiaires, mais là, c'est dur. Et puis l'avantage des petites entreprises aussi, que ce soit New Space ou même des petites entreprises traditionnelles, il y en a quelques-unes en France, je pense Comat par exemple, qui ouais, sont des concurrents, mais qui sont environ 100 personnes. C'est que on a au niveau des stages et même des embauches, on a beaucoup plus l'occasion de toucher à tout. bien sûr. Et de voir tout le process et de faire un peu plus son nid Mm. de façon. Voilà, on a des gens qui sont arrivés en tant que techniciens et qui maintenant font complètement qui montent tous les setups de test, toutes les installations de test. On a des gens qui sont plus à l'aise au niveau, qui s'orientent plus en niveau qualité, d'autres qui sont plus à l'aise sur d'autres choses. Et vraiment, il y a le moyen de faire son nid et de voir Mm. ces Bien genres de sûr, ouais. choses-là. Ouais. Ouais, clairement. Alors ouais, 2020, bonne année pour les stages et premier emploi. Ouais, c'était. Stage, ouais, c'est dur. Emploi dans le New Space, il y a quand même beaucoup. Encore dans le spatial, Mm. on a vu beaucoup moins la crise, donc il y a beaucoup plus d'opportunités, je pense que, surtout par rapport à nos amis dans la partie aviation. Ouais. On a beaucoup moins, on voit pas on n'a pas souffert directement nous de ce genre de choses-là. Mm. Et ouais, bon. En tout cas c'est très cool de rappeler la diversité et les avantages que présente une start-up ou une petite boîte comme ça dans le New Space sur les aspects de flexibilité, sur les aspects d'être moins regardant sur les profils et tout ça. Donc, c'est Après, ça va dans génial. les deux sens aussi, hein, Ouais, bien sûr. c'est-à-dire que c'est un peu moins 8h, 17h que des grands groupes. Ouais. C'est-à-dire que voilà, aussi de la flexibilité un petit peu en dehors, Mm. même si ça Ouais. reste moins fou que. On n'est pas SpaceX, hein. On fait pas travailler les gens 60 heures par semaine, mais voilà, il y a des moments où il y a une semaine, des fois, où il faut finir un truc et voilà, Faut le faire, quoi. que les Ouais, gens, voilà. Ouais, clairement. Clairement. En tout cas je tenais à te remercier énormément, Lou, d'être passé. C'était une émission exceptionnelle, encore très, très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que le chat, je suis pas le seul, hein, je pense que le chat aussi. Donc, je voulais te remercier encore une fois pour avoir accepté l'invitation. Comment tu te sens là? Comment ça s'est passé? Cool, non, c'est bien, c'est sympa d'avoir des conversations comme ça avec, même s'il y a beaucoup de gens qui regardent. Il y a beaucoup de gens qui regardent, c'est une soixantaine encore, Non, mais incroyable. c'est cool. Et puis après, s'il y a d'autres questions, moi des fois je suis pas mal sur Twitter, donc s'il y a des gens qui ont des trucs, Tout ça à peut être fait. l'occasion aussi. Lou Grims sur Twitter. Ouais. Je vais mettre ton Twitter dans le chat. Ça C'est sera un truc fait. perso, c'est un Twitter perso, hein, donc c'est pas pour faire de la promo perso, mais c'est juste voilà, s'ils avaient d'autres questions des fois, Hop, euh, allez-y, follow. ça peut être l'occasion. Follow et Lou. Euh, Et et ben, puis voilà, j'espère que vous avez vu que voilà, même la propulsion plasma, c'est pas non plus un truc qui s'apprend, c'est un truc qui est pas non plus complètement magique. Et ça a qui, beau faire de la flamme bleue et tout, mais en vrai, c'est physique. En vrai, ça marche. voilà. Et puis c'est pas que de la science-fiction, c'est un truc qui existe vraiment et qui aujourd'hui marche bien et que les gens utilisent et que c'est pas voilà, et que c'est aussi une possibilité à Mm. regarder et que à mon avis, dans le futur prochain, il va y avoir peut-être plus de jobs dans ce domaine-là que sur les moteurs fusée classiques. Donc, Mm. c'est quelque Bien chose sûr. qui peut être intéressant à regarder voilà, quand vous regardez le job. C'est le début d'une heure, mais clairement, merci d'avoir partagé ta passion encore une fois. Et puis, bonne continuation. On aura hâte de voir tes prochains tweets si jamais on a des retours d'expérience sur les CubeSats du MIT ou sur ton nouveau propulseur qui va voler bientôt, j'espère. Et en tout Croise les cas, doigts, c'est super. félicitations encore pour le boulot. Le produit est ouf et vous faites un taf de malade, donc bravo. Et puis, bonne continuation. À très bientôt, Lou. Ouais, merci. Salut à tous. Hop, voilà. Je reviens sur le chat pour vous dire une dernière fois merci. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin pour écouter cette émission. Je vais couper la vidéo YouTube et le podcast. À bientôt les auditeurs. Je vous laisse.